L'enfer du méchant est d'être réduit à vivre seul avec lui-même, mais c'est le paradis de l'homme de bien, et il n'y a point pour lui de spectacle plus agréable que celui de sa propre conscience. Jean-Jacques Rousseau, 1760. La solitude, ses bienfaits et ses vertus, ses limites et ses vices. Tant d'idées reçues, de poncifs et d'a priori sont à l'œuvre lorsque l'on essaie de discuter de cette pratique, quand elle le devient. Car avant d'être volontaire et assumée, elle est subie et honteuse, au moins pour une large portion des individus. Je m'appuie sur la pente naturelle de l'enfant qui cherche la compagnie de ses parents dans un premier temps, puis de ses pairs dans un second. Ça n'est qu'à l'issue d'un refus de l'un des deux collectifs que l'enfant va commencer à vivre et à subir sa solitude. Et je vous entends, vous qui m'assurez n'avoir jamais subi votre solitude, qu'elle vous aurait toujours accompagné sans que vous n'ayez cherché à la fuir. Je n'y crois pas. Tout autant qu'il n'est pas possible de savourer un grand cru à sa juste valeur sans avoir grimacé sur de la piquette, il ne peut y avoir de solitude bienfaitrice sans s'être senti écrasé par celle-ci, sans avoir éprouvé ses limites. Avant de l'enlacer, de l'accueillir et de la réclamer, il est normal de la repousser, de la jeter et de la pester. La première explication est anthropologique. La solitude étant un acte quasiment suicidaire à une époque où l'homme seul était un être vulnérable et fragile. Le collectif, lui, était nécessaire pour vivre, pour survivre. La civilisation nous a apporté le luxe de choisir. L'exilé ne passe plus le seuil du Tartare. Il est donc envisageable de s'adonner à des pratiques solitaires sans avoir peur du jugement des nôtres. Pour autant, le doigt désapprobateur de la tribu est encore là, bien que les conséquences soient atténuées. Nous arrivons alors sur la seconde explication, qui est d'ordre social. Le groupe influe sur nos comportements. Dès le moment où l'on acquiert la capacité à se décentrer du moi, moment qui coïncide avec la possibilité de développer de l'empathie, nous ressentons la pression qu'exerce le collectif sur nos choix, nos décisions et la façon dont nous nous comportons. Cette pesanteur nous indique qu'il y a des règles de fonctionnement tacites et la solitude est placée dans la colonne « être étrange ». Rien de pire pour un groupe que d'aller au-devant du conformisme établi. C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'il n'y a pas de retraite solitaire volontaire sans un isolement préalablement subi. La sanction dépassée, l'acte de retraite solitaire est, selon mon expérience, un incontournable pour l'homme d'intellect avant tout. Pour celui qui veut produire, créer, penser, aimer, etc. Pour celui qui cherche la vie dans tous ses recoins. Assoiffé par sa curiosité, les connaissances sont comme boire de l'eau salée. Plus on en boit, plus elle altère. Il me faudrait bien plus qu'une simple page pour vous exposer les vertus d'une solitude réfléchie et mesurée. Comme toute pratique, l'excès est une erreur, un poison. C'est d'ailleurs là où j'aimerais vous avertir. La solitude est une mer trop aimante, pour ne pas dire envahissante. Si vous n'avez pas la force de caractère pour imposer des limites, elle vous enchaînera. Vous perdrez votre liberté et vous la tronquerez contre la peur et l'angoisse. Domptez votre solitude pour qu'elle ne devienne pas le cerbère de votre prison mentale.